Bonjour à tous, c'est Cobery17, bienvenue sur ma chaîne et sur ma deuxième vidéo YouTube. Désolé si la qualité n'est toujours pas au rendez-vous, j'ai essayé de m'améliorer, mais j'ai un avion qui part pour le Japon demain matin et j'ai toujours envie que EcoPlus sponsorise cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais présenter le deck que j'ai voulu jouer à Angers, mais à la dernière minute, j'ai prêté ce deck à un ami et je suis passé sur Traced. Donc voilà, c'est quand même un deck qui a fini 56e du tournoi de l'Open d'Angers, qui est un tournoi avec 1000 personnes, avec 7 victoires, 2 défaites et 1 draw à la time. Qui est quand même un score très honorable, même si c'était pas moi le pilote. Je vais maintenant vous présenter le deck en commençant par le héros, qui est Kojo et Bouddha. Donc Kojo et Bouddha, c'est un héros simple, avec un pouvoir basique. Si vous voulez avoir les bases de ce jeu, je vous conseille ce héros. Du coup, son pouvoir dit, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton compagnon 2/2 dans votre expédition compagnon. Grosso modo, ce que ça signifie, c'est que vous allez tous les 2 tours avoir une 2/2 sur le board. On va maintenant passer aux statistiques. Donc on regarde à la curve qu'il n'y a pas grand chose qui coûte 3 mana, enfin plus de 3 mana. Donc il n'y a que 4 cartes, dont une unique qui coûte 4 mana, et les 3 autres cartes c'est les grands jeans qui sont pour moi nécessaires à ce deck. Sinon tout coûte 1, 2 ou 3, que ça soit de la main ou de la réserve, avec beaucoup de stats à 3 venant de la réserve. Au niveau des attributs, on voit qu'on est relativement équilibré autour des 70, sauf que la présence des petits jeans fait qu'on a un petit spike en montagne, mais on est globalement équilibré quels que soient les biomes. Pour les types, on a 8 sorts qui sont généralement des sorts qui sont là pour gérer et gagner des lanes le tour où on les joue. Donc c'est des sorts qui coûtent pas très cher et qui permettent d'enlever pour peu cher des créatures ou de remonter en main des créatures pour pouvoir, avec nos grosses stats Bravos, passer sur une lane au dépend peut-être d'un peu de CA. C'est la faction Bravos qui veut ça, c'est petits sorts, mais en termes de card advantage, c'est pas trop ça. Le reste, ce sont des personnages. Il n'y a aucun permanent dans ce deck-là, même si on pourra le voir à la fin, on peut potentiellement mettre le Bastion Bravos. Je vais maintenant commencer à présenter les cartes en commençant par les rares et en commençant par les sorts. Donc éruption de mana que j'ai mis en rare pour que ça coûte 1 de moins, qui dit défausser 1 de vos orbes de mana et si vous le faites vous gérez ce que vous voulez, que ce soit un personnage ou un permanent. Donc un gros removal pour 2, sachant que notre curve est basse, au prix d'un d'orbe de mana, c'est vraiment cool. Ça permet de gérer des gros permanents, ça permet de gérer des robins pour peu cher ou des grosses choses pour peu cher. C'est vraiment, je trouve, la rare est très intéressante parce que pour 2 ou pour 3, si on est sur robin, on gère n'importe quoi. Défausser un orbe de mana, c'est un coup, mais généralement, quand on veut faire l'éruption de mana, on est tour mana 5, mana 6, voire plus. Donc c'est pas très grave. Vraiment, cette carte, c'est un gros plus dans le deck. C'est de la gestion de permanents ou de grosses créas. Ensuite, on a les puissants jeans. Alors, cette carte, jusqu'à peu, j'avais mal lu la carte. Cette carte est un banger, c'est pour ça que je l'ai passé en x3, même si avant j'étais en x2. Cette carte, vous voulez la voir une fois par partie, au moins, c'est pour ça qu'elle est en x3. Elle dit, lorsque je quitte la zone d'expédition, on peut soit la mettre en zone de mana, soit piocher une carte si on ne la met pas en zone de mana. Ce qui signifie que vous la jouez une première fois, elle se fait gérer ou pas, et si elle ne se fait pas gérer à la fin du tour, elle devrait aller en réserve, donc vous allez piocher généralement. La deuxième fois que vous la jouez, elle a fugace, mais quand elle doit partir, vous allez soit la mettre en mana, soit repiocher. Et en fait, c'est un très gros moteur de pioche, avec des stats pas vraiment dégueulasse, surtout de la réserve. Bon, il n'y a pas d'eau, mais généralement on a déjà avancé tour 1, tour 2, donc quand on la joue, on s'arrange pour la jouer là où il n'y a pas d'eau. Et elle peut faire piocher jusqu'à 2 cartes, ou elle peut aller en mana, et du coup,
on va piocher 2 au début du tour, on va pas être obligé de mettre en mana une de nos 2 cartes qu'on a pioché. Vraiment, Puissant Djinn, je me rendais pas compte, mais le fait que la deuxième fois on puisse repiocher encore, c'est vraiment très fort et ça permet de garder un peu des cartes pour pas trop s'essouffler, parce qu'on est quand même un deck agressif. Ensuite, Guerrière du Havre. Alors cette carte, c'est juste une surstat pour 3. Poser une 4-4-4 pour 3, c'est très bien. Mana 0, quand on est deuxième, que quelqu'un pose une carte, on la pose en face. Et généralement, pour 4-4-4, on conteste la lane. Donc le personnage en face n'avance pas et nous, on avance. Il y a un effet de soutien assez sympa qui combotte avec mes uniques, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, on peut le discard pour faire gagner un boost à quelqu'un. Sinon, de la réserve ou de la main, c'est 4-4-4 de stats. Les gros biscottos, on avance sur n'importe quel biome, on demande une réponse en termes de body en face. Guerrière, traceuse. Alors la traceuse, au tout début du jeu, je la jouais en commune, mais en rare, ça fait vraiment le café, parce que la traceuse, c'est une des cartes qui font partie de notre synergie avec le deck. Donc pour 2, poser 4 de stats en forêt et en eau, c'est vraiment très fort. Elle gagne Fugace, donc faut faire attention qu'on la joue parce qu'on perd en card advantage. C'est ça l'inconvénient de Bravos, et c'est ça qui rend le deck intéressant, même si le héros est basique, simple, comme dirait Orelsan. Voilà, on doit gérer son card advantage, son nombre de cartes en main, et il faut un peu réfléchir à est-ce qu'on est prêt à sacrifier une carte pour passer absolument. Mais on va voir que dans le deck, il y a beaucoup de choses qui lui enlèvent Fugace, donc ça fait que c'est très très cool. Pour 2 de stats, poser 4 de... Pour 2 de mana, poser 4 de stats, c'est vraiment super cool. Une armurière. Alors c'est un one-off parce que j'ai 2 uniques qui sont des armurières. Je sais pas trop quoi penser de cette carte. Franchement, ça peut être un switch, mais bon, c'est une 2-2-2 pour 2, puis une 4-4-4 répartie possiblement dans 2 lanes pour 3. Donc j'aime bien la carte. Répartir les stats, c'est pas mal. Quand on menace létal, par exemple, obligé à jouer sur 2 lanes. Mais bon, ça peut se changer, c'est juste on cherche, comme dans le deck Traced, des surstats, et celle-ci, elle l'est quand elle est jouée de la réserve. Et elle coûte pas trop cher. Et le petit Djinn, alors le petit Djinn, beaucoup de débats, il y en a qui mettent le bastion. Moi j'ai mis le petit Djinn, pourquoi? Parce que ça coûte 1 de la main. Ça coûte 1 de la main. On n'a pas 30 choses qui gagnent des boosts, donc vous avez rarement joué le petit Djinn qui va directement aller en mana. Vous allez surtout le jouer parce qu'il coûte 1 et qu'il est 2 en montagne, donc ça permet de passer en montagne là où vous voudriez. Et si vous regardez en fait, ici en mana, en coup de la main, on a 10 T1, sachant qu'il y a 2 mains tendues. Donc vous avez 8 créatures T1, et je pense que dans des decks agressifs comme ça, c'est assez important d'avoir un T1 et un T2 en main de départ. C'est pour ça que j'ai choisi le petit Djinn en cost 1 qui me coûte un slot de rare, mais faut voir, c'est un flex spot aussi, à voir si ça rentre pas les bastions ou plus de sabotage ou plus de gestion, je ne sais pas trop, mais je trouve que sans les petits Djinns on se retrouve que avec 6 T1 jouables, et du coup ça fait peut-être peu, donc je sais pas trop. En commune en partant dans les sorts, donc on a Intimidate x3. Alors Intimidate, ça dit remonter en main une carte qui coûte 4 ou moins. Alors ça aussi, je l'ai appris récemment. Ça gère les permanents. Faut savoir lire les cartes. Ça gère les permanents, donc bon. Pour 4, il y a quoi? Il y a Festival. C'est bien contre les Festivals et peut-être un peu le permanent hors 10 qui invoque un petit token. Même si, il a payé 3, vous payez 2, il le remonte en main. C'est là où avoir un one cost ça peut être utile pour passer. Pour 3 de mana, vous faites Intimidate plus 1 de mana et lui il en a payé 3. Sinon, ce que ça permet, c'est quand vous êtes sur le point gagné où vous voulez vraiment gagner sur une lane, vous jouez ça et quand il vous reste 2 de mana flottant, paf, Intimidate, vous remontez la carte dans la main et vous passez. Mais bon, ça lui fait un carte advantage parce qu'il récupère sa carte. Le sort à Fugace, donc vous avez perdu un demi-play, donc c'est à double tranchant. Faut faire attention en Bravos.
Vraiment, à pas trop s'essouffler, à pas trop donner de cartes à son adversaire, parce que sinon le late game devient très dur à finir et on n'a pas de gros finisher dans ce deck là. Deux mains tendues, alors pendant longtemps j'étais à 3 parce que ça synergise bien avec le deck, parce que perte fugace est très très fort, hein. Ça marche avec Traceuse Bravo, ça marche avec Puissant Djinn, ça marche avec n'importe quelle créature qui est sur stat, ça c'est sur stat, ça c'est sur stat, la vie 2 on s'en fout, Issunboshi on s'en fout, l'avant-garde on a envie de la rejouer, Tomoe on a envie de la rejouer, donc main tendue c'est une sorte de draw, enfin, en fait c'est comme un 4e exemplaire de votre carte de la réserve, et en plus pour 1 elle donne un boost. Et vous allez voir qu'il y a des plays possibles en début de game avec main tendue qui fait qu'on va beaucoup jouer à répétition des traceuses et on va passer très vite sur des lanes. Donc main tendue, je l'ai mis en x2 parce qu'il y avait des tours où j'étais un peu essoufflé et j'ai draw 2 mains tendues. Donc j'avais 2 mains tendues en main. Quand on manque de créa, c'est assez dommage. Du coup, j'ai décidé de la passer en x2 pour éviter le nombre de fois où je la pioche en 2 exemplaires. Mais c'est quand même une carte très forte, donc elle reste en 2 exemplaires. On va passer par les personnages en commençant par une curve basse. Donc en T1, on a Ratatosk. Alors Ratatosk, c'est une carte que j'aime pas trop, mais elle est là pour le T1. C'est une 1-1-1 pour 1, puis une 3-3-3 pour 3 de la réserve. De la réserve, elle gagne 2 boosts, donc l'effet de gagner des boosts, ça pourra un petit peu synergiser avec mes uniques. C'est pas le but du deck, mais grosso modo, ce n'est pas des surstats. C'est juste une T1 à jouer, T0, mana 0, mana 3. Donc bon, à terme, avec la nouvelle expansion, faudra peut-être la changer. C'est le premier truc qui verra s'il y a des meilleurs one-drop à jouer. Issunboshi. Alors Issunboshi, j'aime beaucoup, contrairement à Ratatosk, parce qu'elle coûte 1 et 1. Elle a un bon effet de réserve. Généralement, vous allez jouer mana 0 pour 1 pour passer en eau quelque part, parce que 2 en eau pour 1, généralement ça vous garantit de passer avec une autre créa à 2. Et une fois qu'elle est en réserve, vous faites son effet de soutien et ça devient une 1-1-1. Si vous êtes toujours en eau, vous pouvez quand même payer 1 pour passer à 2 d'eau. Et voilà, c'est une carte, c'est un drop 1 assez polyvalent, qui a un petit effet après vous, qui permet de faire pas mal de choses et qui combatte beaucoup avec mes uniques. Donc j'aime beaucoup Issunboshi en T1, contrairement au petit Ratatosk. Ensuite, la pionnière. Alors j'en ai que 2 parce que j'ai du cut, je ne sais plus quoi. Ah oui, j'ai 2 mains tendues, 2 pionnières et 2 saboteuses. Ça a été ma répartition. On peut mettre ça en one-off et mettre plus de sabotage si on a plus de sabotage. Mais là encore, bon, ça n'a pas de forêt, mais c'est des surstats parce que pour 2, normalement, on a 2-2-2 de stats. Là, pour 2, on a 3 en montagne, 3 en eau. De la réserve aussi, ça coûte 2. Donc voilà, avoir des surstats, ça permet d'essayer de prendre des lanes. Parce que si on n'est pas en forêt, ou même s'il y a un biome forêt, généralement il y a un autre biome là, nous tout ce qu'on veut, le plan de jeu, c'est passer sur 2 lanes en early, conserver notre avantage et clore les games. L'avant-garde Bravos, alors au début j'aimais pas la carte, mais je l'ai rentrée. Et en fait, le surstat en montagne, en feuille, fait que c'est cool. Et surtout, ça fait perdre fugace. Donc, il y a des tours où en fait, en main de départ, on a main tendue pour 1, traceuse Bravos et avant-garde. Donc, pour 3 de mana, on fait traceuse, main tendue. Ensuite, pour 4 de mana, on fait traceuse pour 2, main tendue pour 2. Ensuite, pour 5 de mana, on fait traceuse, avant-garde. Je peux vous garantir que poser une 4-3-4 tous les tours à contester, c'est un peu dur. Donc voilà, avant-garde Bravos, perte fugace, c'est vraiment très fort. En plus, c'est en surstat en forêt, on aime beaucoup. Ça combatte avec le Djinn, ça refait draw les Djinns. Parce que tant qu'il est, il est là et qu'il va pas en mana ou en défausse, bah, il nous fait draw ou il nous fait ramp. C'est vraiment très cool. La vie 2 pour avoir 2 sabotages. Alors, quelqu'un qui s'appelle Vickman, avec qui j'ai beaucoup discuté de la liste, disait qu'en fait, on n'a pas tant besoin de sabotage dans ce deck parce qu'on a beaucoup de gestion. Et c'est vrai que plutôt que avoir de la gestion de réserve,
On veut de la gestion directe sur la lane, que nous permet intimidation et éruption de mana, ce qui fait que avec les videuses, l'éruption et l'intimidate, on est à 8 gestions, qui est pas mal. Nom de la réserve, c'est une 3-3-3 pour 3. On va rarement la jouer, mais bon, ça a le mérite d'être un body on rate. Mais voilà, oui, le fait que ça soit que 2 la main, que ça soit underrate, ça fait que oui, ok, on va saboter, mais on manquera de puissance de body. Et donc, est-ce que c'est ce que veut faire le deck? Je ne sais pas trop. Faut tester. Le deck n'est pas finalisé. Il y a des slots sur lesquels je suis pas sûr. Tomoe x3. Alors moi, j'adore cette carte. Pour moi, c'est comme une fille d'Yggdrasil. On ne peut pas jouer early. Donc en fait, si vous le voyez trop tôt, on ne peut pas le jouer tant qu'on n'a pas 7 orbes de mana. Mais une fois qu'on peut le jouer, c'est une 5-5-5, c'est une 2-5-5 pour 3. Donc double surstat de 2 stats quelque part. Ça permet vraiment de clore des games et de contest. Vraiment très fort. Si on lui fait perdre Fugace, c'est encore plus mieux, même si c'est pas très français. Et ce qui est bien dans ce jeu, contrairement à l'Orcana, c'est si on le voit early, bah paf, ça va en mana, c'est pas grave, on en retrouvera plus tard. Mais voilà. Je sais que si vous avez des uniques qui discardent des orbes de mana, ça peut être compliqué à jouer. Éruption de mana, faut faire gaffe, mais voilà, bon. Cette orbe de mana, c'est vraiment pas très dur à atteindre dans ce deck, surtout qu'on a pas mal de choses pour ramp. Et donc, ça s'atteint assez vite. C'est pas une grosse limitation, je trouve, si ce n'est que ça dit vous pouvez pas le jouer en early, quoi. Voilà pour les communes. Je vais passer à mes uniques. Et en fait, il faut savoir que dans ce deck, je joue une combo infinie. Une combo infinie qui est donc assez chère, assez coûteux, parce que les armurières valent beaucoup d'argent. Donc désolé, ce deck n'est pas un deck budget. Mais vous pouvez retirer les uniques du combo infini pour mettre d'autres uniques qui font draw ou qui ont des bons effets. Je pense que ce deck est quand même viable sans ces uniques là. Juste moi, mon deck tourne autour de beaucoup de enlever Fugace pour pouvoir garder une carte en main et espérer toucher la combo. Alors la combo, comment elle fonctionne? Ah, pourquoi je ne suis pas autorisé à voir mes uniques? Ah oui, parce que je les ai plus. Attendez, je vais vite fait me déconnecter. Tac. Tac. Carte, filtre, bravo, unique. Validé. Donc, non, c'est ma collection. Donc en fait, j'ai une armurière qui dit, grosso modo, ses stats sont cool, mais qui dit grosso modo, lorsqu'un personnage que je contrôle gagne un boost, je génère un token. J'ai une deuxième unique qui fait la même chose. Lorsqu'un personnage gagne un boost, je génère un token. Et celle-ci coûte 1 de plus, mais je peux défausser un permanent. Donc c'est bien. Vous avez vu dans le deck trace que j'aimais bien les gestions de permanents. C'est assez cool. Et l'autre partie de la combo dit, lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, je gagne un boost. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pose le récupérateur. On espère qu'il ne soit pas géré. Ensuite, on joue l'armurière. Le récupérateur donne un boost à l'armurière ou à n'importe quoi. L'armurière va générer un token. Donc le récupérateur va donner un boost. Donc l'armurière va générer un token. Donc le récupérateur va donner un boost, etc. etc. Et du coup, vous avez on peut faire la combo 100 fois. Parce que dans les règles, on peut faire une interaction 100 fois pour pas que ça dure de manière infinie dans le time. Et du coup, vous avez, j'ai pas fait les calculs, mais 200 de stats à droite, 200 de stats à gauche, plus les boosts. Voilà, en gros, vous passez obligatoirement sur les deux lanes et vous pouvez la rejouer de la réserve si la combo n'est pas gérée. Donc, vous gagnez 4 lanes en espérant toucher 2 uniques. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques cartes qui gagnent des boosts et du coup, on va pouvoir générer des tokens si on doit jouer l'armurière sans avoir la combo. Ben, dès que quelqu'un gagne un boost, on génère un token. C'est pour ça que Isun Boshi... attendez, je pense qu'il a le deck aussi. Hop.
pour ça que Issun Boshi qui donne un boost en effet de soutien, Guerrière du Rêve qui donne un boost en effet de soutien, Ratatas qui gagne lui-même des boosts, ça peut activer nos uniques. Mais voilà, c'est pas... Enfin, l'idéal, ça serait de faire la combo quand même. Donc, on a un deck qui a potentiellement une très grosse sortie qui, si elle n'est pas sabotée ou gérée, nous fait gagner 4 lanes. Et du coup, ça, c'est assez game breaker. Et mon ami m'a dit qu'il l'avait fait 2 fois, la combo infinie, pendant le tournoi. Et plusieurs fois, il a fait l'armurière avec les effets de boost. Donc voilà, ça, sur 10 games, c'est sorti 2 fois. C'est quand même très très fort. Du coup, toujours pour parler du tournoi, donc il a fait 54e avec une draw, donc une égalité parfaite avec Fen. Sinon, je crois qu'il a perdu contre un Sigismar et un Afanas, je crois, ou un Sigismar et une Fen. Je me souviens plus, mais voilà, c'est un deck qui est, contrairement à Trist, fort contre Waru. Pourquoi? Parce qu'il peut ramp, il a de la gestion, et il est assez agressif. Donc on va peut-être essayer de prendre de vitesse le Waru et essayer de finir des games grâce à intimidation, éruption de mana. Et on peut essayer de ramp et surtout de draw avec le puissant Jin. Donc voilà, contre Sigismar, c'est pas mal parce que si on arrive à prendre leur lit, on a un peu de gestion de permanent et on a des grosses stats qui fait que on va essayer de passer sur une seule des 2 lanes à chaque fois, et du coup il faut prendre l'avantage early. Et notre pouvoir de héros conteste un peu le sien, c'est-à-dire qu'une fois il aura une 1-1-1, une fois nous on aura une 2-2-2 pour contrer son 1-1-1, donc voilà, ça alterne. Contre Afanas, ça peut devenir compliqué, mais on a de la gestion, donc on le laisse booster ses créas, on l'intimidate ou on le éruption de mana. C'est quand même fort, on a un peu de sabotage. Contre Trist, s'il a une sortie, c'est un peu dur, mais on a un peu de sabotage, un peu d'intimidation. On peut essayer de le prendre de vitesse. Donc voilà, c'est un deck qui n'a pas particulièrement de très très bons match-up. Mais là, de prime abord, je pense pas qu'il ait de gros mauvais match-up, à part peut-être Akesha Control. Parce que on joue des grosses créatures quand même si elles coûtent que 3. Donc on laisse le temps à l'adversaire de voir ce qu'on joue, où est-ce qu'on le joue, et de répondre. Donc ouais, c'est peut-être un archétype contrôle, mais un peu à mal à ce deck. Mais sinon, il n'a pas de match-up très très défavorable. En flex spot, il y a les petits jeans, l'armurière, Ratatosk, mais bon, pour la curve, j'aime bien quand même. Avant-garde, ça peut, P2, ça peut. Attendez, on va peut-être un peu regarder. Il y a comme option dans le deck récupérateur. Bon, on n'a pas vraiment besoin de ravitailler parce qu'en fait, faire pète fugace, ça nous débloque des utilisations supplémentaires de cartes. Il y a Grand Jean et surtout, comme on joue des cartes un peu coûteuses, en fait, on s'essouffle moins vite. On va jouer qu'une à 2 cartes par tour souvent, contrairement à Trace où on joue beaucoup de cost 1, cost 2. J'ai testé le cylindre de Kelon parce que j'avais pas les exemplaires du bastion. C'est pas mal, mais je pense que le bastion est mieux. Mais bon, voilà, à la place des petits jeans, peut-être développer un cylindre, ça pourrait être pas déconnant. Je sais qu'il y a des versions qui jouent avec ce deck et avec plus de cartes qui déclenchent des capacités, donc voilà. Vous avez ces versions-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est en raid. Alors, raid, c'est un bon 2-2-2 pour 2. C'est aguerri, mais notre deck donne pas tant de boost que ça, mais bon, voilà. Entre raid et Chiron, ça peut être des 2 drops pour remplacer les 1 drop ou pour augmenter la curve en tout drop. Chiron, eh bien, c'est que c'est une 2-2-2 répartie potentiellement sur 2 lanes. Ça peut être pas mal. Ua Mulan, si vraiment on veut garder du card advantage et pas s'essouffler, mais je trouve que c'est trop unrate comme carte. Alors mon deck s'appelle Pas de Kappa. Attendez, je vais vite fait revenir sur mon deck, sur mon compte. Tac, tac.
Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai discuté avec Vickman, lui, il avait ma collection. Il avait des Achilles dans le deck. Attendez. Tac, tac. Achille coste 5. J'ai trouvé que Achille c'était trop cher. Achille, qui est une 5,50% de Corias 1. Mais bon, quand vous jouez Achille, généralement, si ça se fait gérer, vous n'êtes pas bien. Même si c'est des grosses stats comme finisher. Du coup, moi, au début, pour remplacer Achille, je me suis dit, ouais, c'est trop cher. Le Corias, ça m'est égal. Je vais jouer Kappa. Kappa, qui est une 4-4-5, je crois. Ah, pas qui est au-dessus. Non, Kappa, où es-tu? Kappa, qui est une créa aussi sur Staté. Désolé. Ah, attendez, je vais prendre mon clavier. Kappa. Oups. Kappa 4-4-5. Donc c'est une petite sur stat en eau. Puis après j'ai rediscuté avec lui, il a dit lui il a mis comme 4 drops, il avait que le grand jean qu'il avait en 2 exemplaires. Donc j'ai fait ok, mon deck va s'appeler pas de Kappa et on va virer la 4 drop parce que c'est vrai que si ça se fait gérer, bah on est quand même triste. Et au final le Tomoe fait que c'est quand même des grosses stats, voire plus que le Kappa en vrai pour les biomes où c'est intéressant. Et du coup, ça fait le même effet en fait, pour 1 de moins. Donc c'est vrai qu'enlever les Kappas, c'est pas plus mal. En plus, ça donne une cible au removal qui coûte 4 ou plus. Donc ouais. Donc on était aux options. Bon, il y a le Kappa, ça c'est inclus. Plus de sabotage si vous voulez. Alors ça c'est une one drop qui pourrait remplacer le petit jean. Mais bon, après de la réserve, ça coûte, c'est une 2-2-2 pour 3. Pas fan, mais ça peut explorer si vous voulez garder des slots de rares. Pourquoi pas, pour garder le nombre de one cost. Derrière du Havre, ça peut se passer en commune en vrai, parce que les 2 de montagne sont, on l'a vu sur les stats, sont pas essentiels. Sun Wukong, alors moi c'est ma carte préférée, donc peut-être je jouerai avec un Sun Wukong rare qui fait que bah, T3 on joue Sun Wukong, T4 on joue. Enfin, mana 3 on joue Sun Wukong, mana 4 on joue Sun Wukong. On garde des cartes pour essayer d'avoir la combo. Parce qu'en fait, dans ce deck, vous voulez vraiment essayer de garder la combo. Après, il faut bien réfléchir à est-ce qu'on essaye de faire la combo ou si on sent qu'on va pas l'avoir, on la met en mana. Jin, c'est là. Atlas, c'est trop peu. C'est trop sensible au removal pour les stats que c'est. Achille, on en a parlé. Shenlong pour finisher, ou pourquoi pas. Bon, petite 6, 8, 8, 8. Mais bon, vous committez beaucoup de vos ressources en espérant pas trouver des removal adverses. Et dans la méta Waru, je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de removal. Donc bon. Mais en tant que finisher, ça peut être pas mal, je trouve, les 8-8-8 pour 6. Tomoe, c'est dedans. Kaibara, qui est un Shenlong. Un Shenlong qui a Corias, qui est un gros finisher. Mais je pense que 8 de mana, c'est trop cher si on l'a en early. Il y a beaucoup de moments où on n'aura pas 8 de mana et on va devoir l'ancrer, on va devoir la garder. Ça va être un peu clunky. Donc j'aime pas trop les très grosses créas. Main tendue, bah, si vous aimez beaucoup la carte, passez à 3 exemplaires, mais moi quand j'en pioche 2, je suis un peu déçu. Entraînement physique qui est une très bonne carte, parce que de la main, c'est 3 de boost pour 2. Et juste préfère, j'ai trouvé que je m'essoufflais pas mal en nombre de créas, vu que je garde un peu mes removals. Donc j'ai préféré avoir des créas plutôt que des entraînements, enfin des sorts. C'est à vous de voir. Intimidate, si on le passe en rare, ça coûte 1 de plus, ça permet de gérer Monolith ou d'autres choses qui coûtent 5, donc à voir. Et le bastion qui dit ravitailler, je gagne un boost. C'est un staple en axiome, ici en Bravo, c'est quand même assez fort, même si on profite moins de l'effet. En fait, ce que vous faites quand vous posez le bastion, c'est que vous posez un truc, vous lui dites après vous, puis après vous essayez de passer. En rare, il y a ça qui essaye de contest des tokens si vous jouez contre Sigismar. Il y a ça qui sabote de la main, qui est ok en stat.
Ça, c'est un Issunboshi qui coûte très cher, donc non. Ça peut être pas mal, donner ancré à quelque chose, c'est comme lui faire perdre Fugace, mais et sans l'avoir joué, donc pourquoi pas, c'est des bonnes stats. Ça c'est trop cher, je préférerais Shenlong. Meunier Tudor aussi qui est assez intéressant, pouvoir endormir, c'est un peu comme un Intimidate. Donc vous le faites soit sur l'adversaire pour passer, soit sur votre lane, si vous sentez que vous passez pas. Ah, c'est trop random. Dans la combo, j'avais envisagé Kitsune, mais bon, faire draw de son adversaire, c'est peut-être pas le meilleur buy. Et après, Parvati, non, ça coûte trop cher. Aja, ça coûte un peu trop cher. Il y avait l'espionne. Ah oui, l'espionne est pas mal parce qu'elle sabote pour pas cher. En fait, Bravo, ça a accès à beaucoup de saboteurs qui sont unrate. Et avant la sortie Kickstarter, quand je jouais sur Exalted, je mettais Dorothy Gale en rare. Ça m'a fait gagner des games. Pouvoir poser une créa, puis en gérer n'importe qui en face. Ça peut être un bon finisher, donc pourquoi pas pour 5. Mais voilà les options de deck building que vous avez. Il fait déjà 30 minutes, mais je vais essayer de vous mettre des exemples de mulligan. Donc on est sur Exact Table, on va shuffle de nouveau les mulligans et on va essayer de jouer comme si je jouais contre un adversaire. Donc là, quelle est notre main de départ? Alors on a un one drop, on veut garder le 2 drop. En fonction du match-up, on va garder soit l'intimidate, soit l'avant-garde, soit la videuse. Disons que le Tomoe va en mana, on va dire qu'on va... que intimidate c'est trop tôt. Et on va garder, pour l'exemple, une avant-garde, voir comment ça curve si on n'a pas besoin de saboter en face. Donc ça serait notre mana. On va dire qu'on n'est pas premier joueur, donc on n'a pas notre token. On va mettre Petit Jean, on va mettre Armurière, donc on a une 0, 2, 0 pour contester un token en face par exemple. Et de l'autre côté, on met une 2-2-2. On peut forcer la lane en mettant 4 dans montagne là et en bloquant si besoin. Mais voilà, l'idée c'est de prendre l'avantage early. Ensuite, qu'est-ce qu'on draw? Oups. Comment on génère un token? On est du coup en nouveau tour. On a notre Bouddha. On va avoir 4 de mana. Moi j'aime bien Guerrière du Havre. Main tendue fait effet de l'avant-garde, mais ça coûte moins cher, donc on va ancrer l'avant-garde. Et du coup, alors là on a un tour pas trop opti. Je pense que ce qu'on va avoir envie de faire en fonction de la situation, c'est armurière, générer un Scarabot ici ou ici en fonction de la lane. On veut passer, puis faire main tendue. Enlever Fugace à ça. Donc là on se meule une carte. On n'a pas vraiment besoin de rampe et là avec les 0 stats, on va perdre de sens d'effet, donc on va mettre en mana le petit Jean. Un autre petit Jean qu'on va directement mettre en mana. Et là qu'est-ce qu'on a à faire? On a 6 de mana. Voilà, on a plusieurs solutions. On peut jouer l'armurière pour 3, générer un token Scarabot ici, puis ensuite lui faire perdre Fugace ou passer avec la guerrière. Si on passe avec la guerrière, on va pas s'épuiser, on va pas jeter de cartes, donc c'est le play un peu plus opti. Si par exemple on voit qu'on est en biome feuille, on peut peut-être jouer l'avant-garde, mais non, je pense que la guerrière est mieux là. Bref, bon là on a beaucoup de stats ici, un peu de stats là. On joue sur 2 lanes. Ici maintenant, on va avoir 7 de mana, tac tac. Intimidate, Issunboshi. On va peut-être ancrer ça parce qu'on a la main tendue. Et pour 7, on va commencer par la guerrière. On pourra mettre une main tendue. On va lui donner un boost. Et sachant qu'on a notre token Bouddha aussi. On va donner un boost, lui faire perdre Fugace. Il nous reste 2 de mana. En fonction de la situation, on peut essayer d'intimidate ou de passer le Issunboshi pour mettre à 4 en eau ici par exemple.
Voilà, et vous voyez, je m'essouffle pas trop si je commence à optimiser mes mains. Là, on sait que la traceuse va faire qu'on peut garder une carte en réserve. Il perd son boost, mais donc vous voyez que voilà, j'ai atteint 7 de mana, Tomoe est jouable, je pense que j'ai avancé sur plusieurs lanes. On va refaire encore une fois un mulligan en partant de 0. Puissant Jean, c'est à garder. Tomoe, c'est trop cher. Éruption, c'est trop cher. Là, la question se pose de si on est le premier joueur ou pas. On va dire qu'on est le premier joueur. Après, on a Puissant Jean, donc je pense qu'on va ancrer le petit Jean et garder cette main de départ. Et que notre play, par exemple, cette fois-ci, on est le premier joueur, c'est de contest avec la guerrière. Donc là, on pose un gros body incontestable. On passe de deux côtés. Mais si par exemple, vous êtes contre Waru, qui vous savez qu'il endort ces deux lanes, peut-être jouer le Rathatos. Et garder ces gros body pour contest des lanes. Et voilà, on va dire qu'on joue comme ça. Bon, là, on a Rathatos, c'est un peu trop. Ici, on fait le petit Sanjin pour essayer de passer. Là, on est passé en espérant qu'il n'y ait pas d'eau ou passer de l'autre côté. On fait un nouveau tour. On ne le met pas en mana, donc on va draw. 2 éruptions. On est de nouveau le premier joueur. On a Bouddha. Je pense qu'on va commencer à garder l'éruption, mettre Ratata, parce que comme je vous ai dit, c'est pas une très bonne carte. Et là, on a plusieurs solutions. On peut commencer par le puissant Jean, là où il n'y a pas d'eau. On a quand même 4 de stats pour 3. Et ensuite, ou commencer par la saboteuse, faire ça, ou faire Rathatos, éruption de mana, s'il y a quelque chose à jouer. Bon, on va dire qu'on a fait Rathatos, on regarde ce qu'il joue, puis on fait éruption de mana. On jette plein de mana. Mais du coup, quand on passe le petit Jean, il va pas nous faire draw et on va remonter à 6. Et vous voyez que là, là, Tomoe est déjà actif. Donc là, on a beaucoup de saboteurs. En fonction de la situation, on garde nos sodas saboteurs ou on ancre traceuse ou videuse. Bon, là, j'ai 2 videuses, mais voilà, on peut faire ça. On peut saboter. On n'a pas besoin de saboter. On peut re-accenter une lane pour passer à beaucoup de mana. À 7 de mana ici. Ou on peut jouer la traceuse si on veut garder le Rathatos. Mais voilà, le Rathatos aussi, vous l'avez vu, a des très bonnes stats à jouer de la réserve. Donc voilà. On va dire qu'on a fait ça et qu'on passe. On perd un de mana, mais c'est pas grave. Avant-garde, bah voilà. Et là, on commence à faire la combo. Paf. Pour 8. On met la traceuse. On lui fait perdre Fugace. On peut saboter. On va virer le sabotage, parce que c'est pas une très bonne carte. Là, vous voyez, il y a une Intimidate qui permet de faire des games, donc voilà. Des exemples de mains et de comment on jouerait le truc, sachant que j'ai pas d'adversaire là, donc ça dépend des biomes, ça dépend de la situation. S'il y a Waru, s'il y a Robin des Bois, c'est pas la même chose. Mais on a quand même beaucoup d'options dans ce deck, et le fait d'avoir un token tous les 2 tours, ça permet d'essayer de gratter 2 lanes de temps en temps. Et on a quand même pas mal de surstats. Mais ouais. Attendez, je vais essayer de faire une dernière main de départ, une main de départ goldée. Traceuse. Armurière. Bon là, vous avez vu, j'ai pas la combo, mais en fait, ce deck fait que je peux garder une carte longtemps en espérant trouver la combo. Les cartes qui sont pas de ma faction, c'est mes uniques. Traceuse. Bon, admettons que ça, c'est une main tendue, d'accord? En fait, la main tendue coûte 2 de la réserve. Bon, de ce qu'on met. Vous jouez traceuse. Il gagne Fugace. Vous jouez main tendue. Donc ça lui gagne un boost, ça lui fait perdre Fugace. Vous avez gardé une carte, vous avez plus de mana. Paf. Ensuite, bon là c'est trop tôt. Pour 4. Ça a perdu son boost. Vous mettez ça qui a Fugace. Vous lui refaites
faites perdre main tendue et normalement vous avez votre token de 2-2. Que ce soit au tour précédent ou à ce tour-là. Donc là, en early pour 4 de mana, ça repère du fugace. Vous avez 4-3-4 et 2-2-2, ou au tour précédent vous avez eu 2-2-2, 4-3-4. Et vous avez gardé toujours votre carte en main. Et là, là, ça devient un peu plus compliqué. Du coup, s'il n'y a pas besoin de sabotage, je fais ça. Je joue ça. Ça et ça, par exemple. Et vous voyez, vous n'avez rien discard de la réserve, vous n'êtes pas essoufflé. Là, il y a une 4 de ce côté, il y a une 3 de l'autre côté. C'est quand même dur à gérer pour pas mal de decks d'avoir double stat des deux côtés. Là, vous pouvez faire un puissant Djinn into Intimidate, enfin bref. Voilà beaucoup d'exemples de plays possibles. Je vais repasser sur la page de fin et faire ma natro. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à changer un peu les choses qui vous plaisent pas dans le deck. C'est pas une liste définitive, loin de là. Mais je trouve que ce deck a beaucoup d'armes pour lutter contre beaucoup de decks. Et il revient sur les fondamentaux. Donc c'est un deck assez simple, un deck assez basique. Mais voilà, vous entraînez à faire du card advantage, à pas vous essouffler, à savoir s'il faut garder une grosse créa en main pour le tour suivant ou à commit et à parier sur le fait de vouloir passer absolument sur cette lane. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez voir plus de contenu, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, sachant que je vais au Japon, donc ça sera dans longtemps ma prochaine vidéo. A plus les amis!